Cinquième épisode de l'histoire des Berbères, des morts aux Berbères, partie 1 de l'épisode 5, l'épopée nubélite. Alors pour introduire l'épisode 5, qui couvre, comme vous le voyez, 5 siècles, qui nous relie de la prise de pouvoir de Constantin en tant que monarque unique, en tout cas en Occident, en 313, jusqu'en 802, la prise de pouvoir théoriquement personnelle d'Idriss II, fils d'un émir de la famille hachémite Alide et d'une fille d'un roi de la tribu berbère, des Auraba. De 313 à 802, on a globalement un âge sombre, ce qui explique que cet épisode, finalement, ne se construit qu'en 3 parties. Et ce qui est intéressant, c'est que la Mauritanie a des points de similarité, de comparaison avec la Bretagne. Pendant toute cette même période, entre le milieu du IVe siècle et le 8e siècle, c'est aussi une marge abandonnée de l'Empire. On a aussi très peu d'écrits préservés. On n'a pas de gens, donc de nations barbares, de foederati, de gens qui ont un foedus, un traité d'alliance avec l'Empire romain, qui prennent le pouvoir dans la province. A l'inverse, des Francs en Gaule, des Burgondes en Gaule, des Goths en Espagne, des Suèves en Espagne, et des Vandales, qui vont mettre la main non pas sur la Mauritanie, mais sur l'Africa. C'est le cas pour la Mauritanie, ou les Mauritanies, et c'est le cas pour la Bretagne, ou les Bretagnes. On a la même production, un peu complexe, en dehors de l'Empire romain, d'une civilisation hybride mauro-romaine et brito-romaine. Et puis qui est rebrassée, et c'est ce qu'on va voir dès le 4e, mais surtout au 5e, 6e, 7e siècle, qui est rebrassée par des populations de Maures et comme de Bretons, qui sont d'au-delà du Limès, ou en tout cas d'au-delà de la zone de culture romaine. Et donc on a des recompositions des Maures de Mauritanie qui sont davantage berbérisés, les Romains d'Afrique qui sont davantage romanisés, mais avec une zone d'hybridation qui continue à se renouveler et à se réinventer pendant toute cette période. Et une reformation d'une identité mauro-romaine entre les Romains d'Afrique et les Maures de Mauritanie. La première partie de l'épisode 5 concerne donc toute la période entre le retrait romain de la Mauritanie, essentiellement tingitane, et de l'ouest de la Mauritanie césarienne, ou dès la fin du IIIe siècle, et la conquête vandale de l'Afrique, avec comme date clé 439, la prise de Carthage. Au cours de ce processus, on a très peu en fait de sources, on a quelques inscriptions, quelques monnaies, et les récits d'Amir Marcellin qui se concentrent, comme on va le voir, sur la période noubélide, que je nomme comme cela, en raison donc d'une dynastie, essentiellement donc une fratrie de fils de Noubel, dans la deuxième moitié du IVe siècle. C'est la période d'une christianisation qui est attestée en lien avec la dynastie noubélide. On a des inscriptions chrétiennes à Tanger, à Volubilis, dans d'autres villes d'Afrique du Nord, mais relativement rares. Et c'est aussi la période des mausolées, les Jeddar, fin 4e, début 5e siècle. Vraiment au moment, juste avant les Vandales ou au tout début des Vandales, de grands mausolées dans l'ouest de l'Algérie, dans le Ouarsenis ou Ouancharis en arabe. Dans ce contexte du IVe siècle, on a deux religions chrétiennes dissidentes de l'Église officielle romaine en Afrique du Nord. D'une part, on a le donatisme, qui est un mouvement qui n'a pas vraiment de discordance christologique avec l'Église romaine officielle au IVe siècle, mais ce qui est radical parce qu'il refuse de reconnaître, comme évêque, comme clerc, comme prêtre, tous ceux qui ont trahi, qui sont tombés pendant la persécution de Dioclétien entre 295 et 313. Les donatistes, on les retrouve notamment dans une bonne partie du camp noubélide contre les Romains pendant le troisième tiers du IVe siècle. Ajoutons à cela l'arianisme, complètement différent. C'est une doctrine christologique héritée d'Arius, un évêque égyptien qui est mort en 336, qui est contemporaine de la dissociation entre les donatistes et les partisans de l'Église romaine. Mais donc dans un mouvement qui est complètement étranger à l'Afrique du Nord, initialement. Arius, au départ, refuse qu'on puisse poser un signe d'égalité entre les deux personnes divines, la personne du Père et la personne du Fils, qui est conçue comme une créature non éternelle, à une date fixée, une créature par le Père. Sa doctrine est condamnée au Concile de Nicée qui fonde l'Église romaine sous Constantin en 325, puis elle est reformulée de manière modérée et devient en fait la religion officielle des empereurs dans les années 340 à 380. C'est la raison pour laquelle les auxiliaires, les foederati germains installés près du Danube, notamment les Goths en l'occurrence, se convertissent à cette forme de christianisme qui n'est pas nicéenne, mais qui n'est pas non plus arienne, qui est intermédiaire, mais qu'on va catégoriser comme arianisme pour faire ça. Et donc, par la suite, l'ensemble des Germains vont se convertir à l'arianisme, à l'exception des Francs, qui passent au catholicisme à la fin du 5e, au début du 6e siècle. Tous les autres restent ariens jusqu'à la fin du 6e siècle, au moins. Et c'est le cas donc des Vandales, au moins jusqu'aux années 510-520, où un parti qu'on va appeler
par anachronisme forcé catholique, va émerger au sein des Vandales juste avant la conquête ou la reconquête romaine de l'Afrique du Nord. Alors voici un petit peu l'organisation de l'Empire romain issue de Dioclétien à la fin du IIIe siècle. Cette structuration en préfecture, divisée elle-même en diocèse, divisée elle-même en province, structurée encore par Constantin, et qui est celle qui prévaut jusqu'au VIe siècle, avec un certain nombre de modifications. La réalité de l'Afrique est complètement différente. La Tingitane, qui, comme on le voit, dépend du diocèse d'Espagne, de la préfecture des Gaules, est complètement atrophiée, peut-être même à la ville de Tanger, peut-être à la simple péninsule de Ceuta. Le reste de l'Afrique, une bonne partie de la Mauritanie césarienne également, n'est plus contrôlée par l'autorité romaine. On a simplement une toute petite zone, et surtout de la Sétifienne, donc il y a une scission de la Césarienne, la scission orientale, la zone la plus romanisée de la Mauritanie, qui, elle, est dans l'ensemble dans l'orbite romaine. Et puis ensuite, on a les 4 provinces d'Afrique, la Numidie, la Byzacène, la Zeugitane, qui est ici marquée comme Africa, province proconsulaire, et la Tripolitaine, qui, elles, sont la partie romanisée de l'Empire. C'est ce que je matérialise sur ce schéma. Depuis l'époque antique ancienne, une tendance d'est en ouest, où à l'est, on trouve pratiquement toutes les bandes climatiques, méditerranéennes, semi-arides, désertiques, qui sont intégrées d'abord dans le monde punique, puis dans le monde romain. Ce qui produit un pays romain qui s'identifie à la partie Africa, donc Tripolitaine, Byzacène, Zeugitane, matérialisée par les 3 pointillés serrés, et la Numidie, qui est généralement plus ou moins indépendante de l'Africa elle-même, mais en général intégrée, et c'est le cas dans le découpage de Dioclétien. Et ça, c'est la situation avant le retrait romain. Et de l'autre côté, plus on va vers l'ouest, plus les bandes méditerranéennes semi-arides désertiques échappent à l'orbite romaine jusqu'à ce qu'on arrive en Tingitane, où même une partie de la bande méditerranéenne échappe à l'orbite romaine. Donc on a une forte présence de populations mortes, pas seulement des nomades du désert, pas seulement des habitants d'oasis, mais des habitants, des céréaliculteurs, qui, dans d'autres contextes, auraient été romains. On est dans ce contexte-là complètement, donc face à une civilisation proprement dite, berbérophone, en dehors de l'orbite romaine, et c'est là que s'est développé notamment le Libyque occidental en particulier. Alors les informations sur la Mauritanie, les Mauritanies, Tingitane, Césarienne, Sétifienne, dans cette période, sont assez obscures. Le texte de la Notitia Dignitatum, qu'on connaît selon un manuscrit du XIVe siècle, cite ces cités sur cette très jolie page. Columnatensis, Vidensis, Inferioris, Fortensis, Muticitani, Audiensis, Caputcellensis, Augustensis, dont aucune n'est identifiable aisément. Au cours du IVe siècle, le retrait romain, de la fin du IIIe siècle, implique une bipartition beaucoup plus forte entre un pays mort qui s'étend à une partie de l'ancienne Mauritanie romanisée, et ce qui fait que la Mauritanie romanisée n'est que par portion congrue de l'Afrique du Nord romaine. Donc on a une identification de l'Africa au pays romain et une identification du pays mort au territoire non romain. Un pays mort berbérophone et un pays romain romanophone, un pays romain africain, un pays mort de Mauritanie non romain. Et c'est cette bipartition qui est extrêmement structurante. Mais il reste cette toute petite zone entre Césarée et Sétif, des 2 Mauritanies subsistantes, ou des 2 morceaux de Mauritanie subsistantes, qui constitue une zone d'interface entre le pays mort remanié ethniquement par les Makinites, les Bakouates, les Mazirs, les Babars, les Bakoureb, les Banours qu'on a vus à l'épisode 4, et des populations qui sont parfaitement romanisées, et des petites tribus montagnardes qui sont dans l'entre-deux. Et c'est cette structuration qui est centrale pour comprendre la période nubélide. Les Nubélides, on le connaît peut-être à partir déjà du grand-père. Une inscription au nom d'un certain Flavius Nouvel. Alors Flavius, c'est le nom gentilice le plus commun au IVe siècle, puisque c'est le nom de la plupart des clients de la dynastie des Constantiniens. En même temps, il a un cognomen indigène, Noubel, qui est bien connu, et on nous dit qu'il est le fils de Flavius Saturnius, mais petit-fils de Flavius Florus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son cognomen à lui, il est berbère, alors que son père et son grand-père ont un cognomen romain. Ce qui est peut-être un indice de ce remaniement ethno-linguistique, ethno-culturel, au cours du IVe siècle. Sur l'inscription, on a aussi le nom de son épouse, Monica, qui est donc un nom d'origine maure, qui est aussi le nom de la mère d'Augustin d'Hippone, qui est un léger contemporain, puisqu'il meurt dans les années 430. À droite, on a une représentation de la mosaïque de l'église de Rouzgounia, et cette inscription est en rapport avec la construction de l'église de Rouzgounia par ce Flavius Nouvel. Donc la basilique de la Sainte-Croix que l'inscription nous dit qu'il fonde à Rouzgounia, elle est très impressionnante, avec des mosaïques qui sont vraiment du tout premier christianisme. Rouzgounia, c'est
vraiment juste en face dans la baie d'Alger. On a aussi les ruines de la Soumara, qui est une villa rustica, une exploitation agricole, une petite ferme, qui est à quelques kilomètres du site où a été retrouvée l'inscription. Et donc tout ça se trouve dans un mouchoir de poche entre les montagnes de la Kabylie, la mer et la ville d'Alger, hein, Icosium. Alors voici le mausolée en question. Le mausolée peut être attribuable à un noubélite, peut-être celui de Flavius Nouvel, dont l'inscription en faveur de l'église de Rousgounia est très proche, à quelques kilomètres. Il en reste aujourd'hui pratiquement rien, et c'est pour ça que je n'ai pas trouvé de photo à vous représenter. Et donc on nous dit que ce Flavius Nouvel est un ex-praepositus, un ex-préposé ou prévôt équestre des jeunes armées. Donc il dirige un corps d'armée de la Mauritanie romaine. Et il est comte, c'est-à-dire un ami de l'empereur. C'est un titre qui au IVe siècle prend une importance considérable. Amir Marcellin, lui, il nous explique que Noubel était le plus puissant des régoulis de Mauritanie. Donc s'il s'agit de la même personne que Flavius Nouvel qui a fondé cette église à Rousgounia, les régoulis, ce sont ces petits rois qu'on trouve régulièrement dans les descriptions de la Mauritanie. Il laisse plusieurs enfants, on a vu qu'ils étaient 8, tant de sa femme que de ses concubines, ce qui est récurrent à propos des morts, hein, la polygamie ou la faiblesse des liens maritaux, matrimoniaux. Ce Flavius Noubel, si c'est bien lui dont il s'agit, ce qui est plausible compte tenu de la profusion d'indices et de son importance, ce Flavius Noubel a 8 fils, tous mentionnés pendant la guerre de l'un des fils, Firmus, contre l'autorité romaine, dans le récit qui nous est rapporté par Amir Marcellin au IVe. Samak, l'un des derniers enfants donc, de Noubel, qui avait la faveur du comte d'Afrique Romanus, fut tué en trahison de son frère Firmus. Et les indices commencent avec l'inscription d'un certain Samak qui a été retrouvé sur le site que l'inscription désigne sous le nom de Petra. Et on est donc là, cette fois-ci, à l'est de la montagne Kabyle, dans la vallée qui se jette à Béjaïa. Donc c'est lui qui a construit cette forteresse, hein, à la limite entre la Mauritanie césarienne et sétifienne. Alors voilà le Petra de Samak, fils de Noubel. La prévoyance d'une paix éternelle renforce cette place forte. Celle-ci protège aussi de tous côtés l'État romain par une aide royale. Préposée au fleuve, hein, c'est ce fleuve qui se jette à Béjaïa, la forteresse renforce par un rempart le mont, donc les montagnes de la Kabylie, et du nom de celui-ci, elle a pour nom Petra. C'est une forteresse. Ils sont des associés de l'État romain, ils sont des sujets de l'État romain. En conséquence, les peuples voisins, désireux de cesser la guerre, là on parle des morts extérieurs à la Mauritanie romaine, accourent en recherchant la paix dans tes traités, Sammak, afin que la bravoure, compagne de la fidélité, soit d'un seul cœur, toujours associée au triomphe des Romuléens, et ça c'est une originalité assez extraordinaire, hein, on ne parle jamais de Romuléens ailleurs, cette idée d'associer les Romains avec le nom de Romulus directement. On est délibérément dans une volonté élégiaque, mais il y a l'expression donc de cette place forte appartenant à ce Samak, fils de Nubel, qui contrôle une zone stratégique au pied des montagnes qui amène progressivement vers les morts barbares, les morts étrangers, mais qui est en même temps au cœur de la Mauritanie romaine, au cœur de la Kabylie. Ce qui causa une rupture et la guerre, par suite des cabales du comte pour venger le meurtre de sa créature. Donc on a un comte d'Afrique, donc il y a déjà un titre similaire à Flavius Nouvel d'ailleurs, un ami de l'empereur, qui est en réalité le responsable de l'ensemble du diocèse d'Afrique, c'est-à-dire des 4 provinces d'Afrique et des 2 provinces restantes de Mauritanie, où nous nous trouvons. Et il a délégué à un certain Samak, on ne sait exactement quelle circonscription administrative, mais on est face à un mort qui a un nom mort, fils d'un personnage qui a un nom mort. Peut-être petit-fils et arrière-petit-fils de personnages qui avaient des noms romains, mais on est délibérément face à une indigénisation du pouvoir. Et puis, on a une guerre entre frères qui ressurgit sur les stratégies du comte, qui a choisi un des frères, et l'autre frère assassine donc son frère, qui est le partisan du comte, qui est le partisan du, on va dire, le préfet d'Afrique. Firmus, donc ce frère insurgé, finit par s'apercevoir des intrigues qui empêchaient sa défense d'être prise en considération. Donc Firmus n'est pas un envahisseur, il n'est pas hostile à l'autorité romaine. Il travaille pour Rome et il attend que Rome, l'Empire, en l'occurrence Constantinople, prenne en considération sa défense et reconnaisse ses droits contre son frère et contre le préfet, on va dire, de Carthage, qui commande à l'ensemble du diocèse d'Afrique. Craignant recevoir nonobstant ses bonnes raisons de traiter en rebelle, il prit le parti de se constituer lui-même en insurrection. Amir Marcellin affirme que ce n'est pas en tant qu'envahisseur ou en tant que rebelle à l'autorité romaine que Firmus se fait rebelle et insurgé, mais c'est bien parce qu'il est empêché de pouvoir se prévaloir de ses droits devant la cour de Constantinople. La configuration de cet empire numélide, une forme de petite confédération autour des tribus Youbalen, Isaflen et Salen, qui correspondent probablement à l'espace de la Kabylie
et de l'arrière-pays télien, à l'époque où la ville de Césarée, hein, l'ancienne capitale de la Mauritanie, est ruinée. Sétif a probablement remplacé, mais aussi Icosium et Rouzgounia, où se trouve l'église de Flavius Nouvel. Le tombeau et la villa, peut-être Noubélide. Le château de Petra qui se trouve de l'autre côté de la Kabylie. Alors tout cet espace est une confédération autour de la tribu des Youbalen de Noubel. Et Firmus, et puis plus tard Gildo, on y reviendra, commande à cette famille et à cette confédération, chacun de ses frères ayant la tête d'une partie. Damien Marcelin nous dit que Mazouka, son frère, contrôle la région à l'ouest. À l'est, donc autour du château de Petra, il y avait Samak. Et à l'époque de la guerre de Firmus, ce sont deux autres frères qui apparaissent, un certain Djus et un certain Maskizel, qui se retrouvent également sur le front africain, on va dire, hein, entre Sétif et Gilgil. Et puis on a, dans un cercle plus lointain, au-delà de la frontière romaine, de l'espace d'influence romaine, donc du royaume noubélite de Mauritanie, proprement dit, de Mauritanie romaine, on a les autres morts. Les morts issus des invasions post-Gétule, Banur, Makureb, Makénite, etc. Les Mazirs, les Bavars, les Bayours, etc. Et un certain nombre d'autres groupes tribaux, de groupes politiques régionaux des marges. Et tout cela vont s'insérer dans une relation complexe avec Firmus, hein, en tant que prince insurrectionnel de la Mauritanie. Alors, on reprend un petit peu la structuration. Donc, ces trois frères fédérés, Mazouka à l'ouest, autour de Césarée, au-delà, Firmus au centre, hein, au niveau d'Icosium, Alger et de la Kabylie, Samak à l'est, la petite Kabylie. Le Contromanus, qui s'oppose à Firmus une fois que Firmus a attaqué son frère Samak. Ce qui refuse en fait de reconnaître la succession de Firmus à la tête de cette Mauritanie tribalisée. Et donc le général Théodose, préfet des Gaules, donc la préfecture des Gaules va de la Bretagne et de la Belgique jusqu'à la Tingitane, jusqu'à Tanger. C'est pour faire contrepoids au comte Romanus d'Africa, qui contrôle le diocèse d'Afrique. On amène quelqu'un de rang supérieur qui est censé administrer une toute petite partie de la Mauritanie. Théodose est le père de Théodose Ier, le fondateur de la dynastie théodosienne, celui qui instaure le christianisme comme religion officielle de l'Empire romain. C'est Théodose qui entre en relation avec les tribus des Mazirs et des Babars, qui vont donner Mazirs et Berbères, hein, les deux termes pour désigner les berbérophones. On a donc au sein de l'Afrique du Nord, de la zone contrôlée par Noubel, on a ces trois petites tribus, les Yesalen, les Saflen, les Youbalen, qui correspondent à des petites tribus de type kabyle. Et puis au-delà, les tribus des Tindenses, des Massinenses, qui se sont armées qu'à la légère et que commandaient Maskizel et Djus, frères de Firmus. Alors Théodose l'Ancien, qui est mort en 376, donc juste après la rébellion, la révolte de Firmus, recrute un certain nombre de morts étrangers, barbares, en dehors du Limès, pour prendre à revers la révolte de Firmus. Il arrive progressivement à prendre le contrôle d'Icosium, de Tipaza, de Césarée, les trois villes centrales de la Mauritanie césarienne. Et puis il refuse l'alliance des Mazirs qui se sont alliés avec Firmus, ces grandes confédérations, la Mauritanie occidentale, en dehors de l'Empire romain. Il écrase d'autres groupes, les Moussones, etc., qui ont été recrutés par une sœur de Firmus, encore un signe de ce pouvoir des femmes dans la société maure. Il conquiert également les domaines occidentaux contrôlés par Mazouka, le frère de Firmus. Et puis Théodose finit par recruter les Mazirs qu'il a vaincus, dont il a refusé l'alliance initialement. Massila, le prince des Mazirs, s'allie à l'Empire romain. Et c'est la fin de Firmus qui se réfugie chez un de ses vassaux, un petit roi de la montagne, un certain Igmaken, qui va livrer son suzerain Firmus. On est dans un combat à alliés interposés entre le gouverneur de Mauritanie de facto et le préfet des Gaules, Théodose. Il prend à revers Firmus en s'alliant avec les populations à l'extérieur de l'Empire romain. Firmus lui-même lève également des alliés via sa sœur Kyria à l'extérieur de l'Empire romain, ou de la Mauritanie romanisée. Alors ce qui est intéressant, c'est que le fils de Théodose, préfet des Gaules, Théodose l'Ancien, qui prend le pouvoir, Théodose Ier, va très peu de temps après nommer Gildon, un autre frère de la fratrie des fils de Noubel, un demi-frère de Firmus. Et il le nomme cette fois-ci à un poste beaucoup plus important. Il est d'abord gouverneur de Mauritanie césarienne et sétifienne, puis il est promu comme préfet de tout le diocèse d'Afrique. Mauritanie comprise bien sûr, mais à Carthage. Donc c'est une réussite fantastique pour cette famille, pour ce clan de petits chefs de tribus de la montagne au-dessus de Césarée ou d'Alger. L'échec de Firmus, la rébellion de Firmus, n'invalide pas l'essor extraordinaire de cette famille pendant toute la deuxième moitié du IVe siècle, en tant qu'intermédiaire entre monde mort et monde romain. Et puis Gildon se saisit de l'opportunité du conflit entre les deux fils de Théodose, Arcadius, Auguste en Orient, Honorius, Auguste en Occident. Gildon est un vassal d'Honorius, mais il profite de sa jeunesse pour reconnaître Arcadius en Orient et
de fait devenir indépendant, ce qui le conduit en 393 à se proclamer lui-même Auguste. Donc on a un empereur originaire de la tribu des Youbalen dans la montagne au sud d'Alger. Et puis en 398, Théodose lui envoie Flavius Stilicon, donc Flavius Gildon, il est bien le fils de Flavius Nouvelle, est battu par un autre Flavius, un autre client donc de la famille constantinienne romaine, de la Stilicon, qui lui est un barbare, d'origine vandale, 30 ans avant le débarquement des Vandales en Afrique du Nord. Il est le régent de l'Empire d'Honorius. Il va recruter les frères qui étaient alliés de Firmus contre leur autre frère, Gildon. Donc on se retrouve à nouveau dans une guerre qui, comme à l'époque de Firmus contre Samac, est une guerre à l'intérieur de cette fratrie de Réguli, de petits rois morts. En 398, il est battu à Tabarka, qui est à la frontière actuelle de la Tunisie et de l'Algérie, donc entre la Numidie et l'Afrique proconsulaire. Et puis, Stilicon se débarrasse de Gildon et aussi de deux frères alliés, Jus et Masquizel. Et donc, finalement, on est dans une histoire qui est vue du petit bout de la lorgnette de la source romaine qu'est Ammien Marcellin, des intérêts de la grande histoire romaine. On a quand même un certain nombre de personnages essentiels de cette histoire, à commencer par Théodose Ier et Stilicon. Mais localement, ça nous donne une toute petite éclairage sur l'organisation à l'intérieur de cette Mauritanie qui est en train de se reberbériser, qui est en train de devenir un petit centre, petit romanisé par rapport à une énorme Mauritanie non romaine au-delà du Limès. Alors au niveau de la religion, on a des conflits où on a certains frères qui semblent plutôt dans la religion chrétienne pro-romaine et d'autres qui sont plutôt donatistes, c'est le cas. Un Gildon, lorsqu'il s'oppose à Honorius, reçoit le soutien des donatistes, qui sont par définition hostiles à l'État romain parce qu'ils sont hostiles à l'Église officielle romaine. Mais déjà à l'époque de Firmus, les évêques ont un rôle de conciliation. Donc on a une empreinte du christianisme dans cette famille qui, s'ils sont bien les fils de ce Flavius Nouvelle, fondateur de cette église de Rousgounia, donne une indication sur la coloration confessionnelle de la Mauritanie romaine, de cet tout petit bout de la Mauritanie qui reste romaine, aux marges de l'Africa.